Et là, je donne un exemple contemporain du consensus qui en soi n'est blâmable, du consensus artificiel, et qui porte sur sur une question contemporaine, que sont les manifestations. Et bien sûr, lorsque les traditionalistes, les loyalistes ont voulu dissuader tout engagement dans les manifestations, ils ont mis en avant que l'opinion elle était égalité par les trois grandes montagnes, trois grandes références contemporaines traditionalistes, orthodoxes. Ce sont Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymin. Et ils en ont conclu que cette concordance a la valeur de consensus. Et bien sûr, cette opinion elle est erronée. Par exemple, ils ont rejeté de facto l'opinion de Cheikh Jibril, qui lui voyait l'autorisation de participer à des manifestations. Et en fait, pour dissuader un tel engagement, il y a d'autres moyens que de revendiquer un consensus, puisque de toute façon, en revendiquant un consensus qui n'existe pas, on se met une balle dans le pied. Et donc ici, on a un exemple vivant de ce qui, du consensus artificiel, qui n'a aucune autorité légale, qui est nul et non avenu, même si éventuellement on peut l'utiliser, notamment au sein d'une même école, ou pour décrire un phénomène à un moment T, à un moment donné. Et j'aimerais revenir sur la distinction entre les éléments du credo connus de façon formelle et les éléments du credo qui sont aléatoires. Alors bien sûr qu'à la base, les éléments du credo formel, nul n'est censé les ignorer. Après, bien sûr, à chaque fois j'insiste sur ce point, la chose elle est élastique. Élastique, comme le dit Ibn al-Qayyim, elle dépend. Et c'est bien sûr, il fait preuve d'un pragmatisme universel extraordinaire. Ça dépend bien sûr des individus, des époques et des endroits. Donc cela soumis à des facteurs spatio-temporels. Et il est faux de dire dans l'absolu qu'il n'y a aucune nécessité dans cette dans cette tolérance, de cette intolérance vis-à-vis des éléments que nul n'est censé ignorer dans la religion. Voilà. Parenthèse fermée, on passe au point suivant. Donc, alors, sous prétexte, pour revenir aux anti-consensus, après on passera au pro-consensus, sous prétexte qu'au sein des compagnons, il y a éventuellement une divergence, l'affirmé relève de la pure extrapolation, puisque les faits sont beaucoup plus complexes, mais pour faciliter l'analyse, on va dire que sous prétexte qu'il y a une divergence au sein des compagnons sur la question de la révolte contre les autorités en place, eh bien certains orthodoxes, bon, ici peut-être ça ne touche pas l'ensemble des salafis anarchistes, mais plutôt des salafis qui voudraient réhabiliter certains prédicateurs ou certaines, on va dire, personnalités controversées, soit qui voudraient les réhabiliter, soit qui eux-mêmes ils sont séduits par cette position de tolérer les révoltes, et bien qui remettent en question le consensus légal sous prétexte qu'éventuellement il ne recouvre pas ou il n'est pas issu du consensus naturel. Et bien sûr, cette allégation, ils n'en ont pas bien sûr conscience, mais s'ils allaient au bout du raisonnement, s'ils pesaient leurs propos, ils se rendraient compte que cette allégation, elle ouvre la porte à tous les débordements. Comme on en a parlé, je vais démontrer, je ne vais pas le refaire ici. Et bien sûr, cette allégation est un énorme raccourci qu'il incombe de toute urgence de rectifier pour ne pas sombrer dans des travers plus grands. Et donc, si cela est clair, on va passer au pro-consensus.
Donc ici, nous sommes passés d'un extrême, et ici, nous allons passer à l'autre. L'autre extrême consiste à, par exemple, et cette opinion, elle vient bien sûr de légistes tardifs, post-traumatisme, donc post-invasion mongole, et notamment au sein de l'école hanbalite. Quand je dis post-invasion mongole, au départ c'est post-croisade bien sûr, mais l'événement il s'est amplifié, il a pris de l'ampleur et s'est définitivement installé et implanté après les invasions mongoles. Et ces effets on les a vus au sein de l'école hanbalite, notamment chez les néo-hanbalites qui ont épousé ou qui ont voulu concilier entre l'orthodoxie et l'hérésie du kalam, mais qui ont aussi durci, et pas que, bien sûr, et ça je l'ai déjà expliqué, pas que les néo-hanbalites, les hanbalites orthodoxes eux-mêmes, ils ont durci leur position. C'est parfois un réflexe d'autodéfense, pour un certain nombre de raisons, on ne va pas les évoquer ici, et qui donc, ils ont sombré dans un élitisme à outrance, et ça s'est traduit dans deux grandes questions de la religion, que sont le Red Bildieh dans le Shirk Akbar, pour les orthodoxes hanbalites. La seconde question, elle est, et bien sûr, celle-ci sous réserve de vérifier, puisque je n'ai pas étudié de façon exhaustive. L'autre question touche à l'abandon de la prière, qui s'est répandu dans les rangs hanbalites, néo-hanbalites, et qui est devenu, bon pas que chez les néo-hanbalites, c'est-à-dire, on va dire, je vais le dire autrement, qui se répand dans les rangs néo-hanbalites et chez les hanbalites tardifs, entre parenthèses, orthodoxes, voilà, c'est plus précis. Et donc, pour valider ce point, en sachant que l'imam Ahmed, il a les deux opinions, on lui impute les deux opinions, l'abandon, c'est-à-dire le tekfir et le non-tekfir de l'abandon de la prière. Chez de nombreux de ses élèves, on leur impute le non-tekfir de l'abandon, donc ça donne plus de crédit. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Al-Albani, on lui a reproché, mais c'est exactement l'approche qu'il a eue. Ça donne plus de crédit à l'opinion de l'imam Ahmed, selon laquelle qui valide le non-tekfir de l'abandon de la prière. Et d'ailleurs, cette opinion a été recensée par Ibn Taymiyyah, et même par un hanbalite, qui est venu après Ibn Taymiyyah, en la personne d'Ibn Rajab. Ils ont relevé, en sachant qu'Ibn Rajab est un grand spécialiste de l'imam Ahmed, il a relevé l'existence de cette opinion de non-tekfir. Ibn Taymiyyah aussi la relève. Et donc les tenants de l'autre opinion, chez ces légistes tardifs, pro-tekfir, de l'abandon de la prière, eh bien, ils ont été contraints d'élargir la notion de consensus, ou en tout cas de l'exploiter à mauvais escient, en disant qu'il règne un consensus des compagnons sur le tekfir de l'abandon de la prière. Alors, outre le fait que cette allégation est contestable, c'est-à-dire que, outre le fait qu'on trouve au sein des compagnons des narrations, indépendamment de savoir si elles sont apocryphes ou non, dans les deux camps, qui accordent la foi à l'abandon de la prière, si ces opinions, si ces narrations elles sont authentiques et valides, ça remet en question l'allégation, mais ce n'est pas le point qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est un point encore plus important et encore plus déterminant pour trancher sur la question, et qui est la nécessité.
C'est-à-dire qu'à l'époque de Compagnon, la nécessité de trancher sur l'abandon de la prière, elle n'est pas aussi impérieuse, quand bien même, si elle l'avait été, ou quand bien même elle l'aurait été, ou si elle l'avait été, on va dire comme ça, si elle avait été impérieuse, eh bien, elle n'était pas aussi impérieuse, cette nécessité, que la période post-Compagnon. Dans des sociétés où le contact avec les civilisations étrangères il s'est développé et que l'intégration de ces populations étrangères à l'islam, eh bien, elle s'est développée de façon exponentielle. Et là, la question, elle a eu sa raison d'être, est devenue impérieuse. Donc on ne peut pas, et c'est là l'un des travers de la revendication du consensus, mais qui provient de références tardives. Post-traumatisme, donc, en période de décadence, qui est le fruit et la conséquence d'une dégénérescence. Et donc, cet excès consiste à, sous prétexte qu'à l'époque des Compagnons, il n'y a pas la nécessité de parler de la question de l'abandon de la prière, et que cette nécessité, elle s'est fait ressentir à la période post-Compagnon, de dire oui, mais il n'y a pas de consensus au sein des Compagnons. Là, cette délégation, elle est purement virtuelle, en plus d'être bancale, mais elle est purement virtuelle, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte du terrain. Elle est formelle, on voit que c'est un débat formaliste et qui nécessite d'entrer dans des considérations formalistes pour réfuter cet argument formaliste et qui manque extrêmement de pertinence. Et à la limite, à vouloir le réfuter selon le principe ou selon les codes formalistes, c'est lui accorder du crédit. J'en parlais il y a récemment. D'ailleurs, mon propos a mal été compris. Je disais que les codes les formalistes modernes, qui sont purement décadents, et on a connu cela aussi au sein de l'islam, mais dans le monde moderne, il y a un enjeu qui n'est pas moindre, même s'il y a ces balbutiements éventuellement dans la période de décadence musulmane, qui consiste à quantifier la foi, et en quantifiant cette foi, à terme, on en arrive à renier l'existence de Dieu. Et donc cette approche formaliste qui consiste à demander une preuve factuelle ou formelle ou physique ou matérielle à tout élément qui est exposé, eh bien cette approche elle est bancale, puisque les éléments du credo ou même dans la vie de tous les jours, même d'un point de vue purement anthropologique, si on ne s'arrête pas à la dimension religieuse, pour ne pas donner du crédit à nos adversaires, ou pas donner du moulin à moudre du grain à moudre à nos adversaires, même dans la vie de tous les jours, les éléments moteurs chez un individu, ils ne proviennent pas uniquement de sa dimension matérielle. Elles proviennent aussi d'autres éléments qui sont invisibles. Et demander une preuve matérielle à toute chose, c'est revenir, et d'ailleurs ces tenants, ils en connaissent très bien les enjeux, c'est revenir à l'idée que Dieu n'existe pas. Et c'est exactement par ce procédé que deux grandes doctrines sont mises en place, et qui sont deux impostures, deux fumisteries, même si l'une elle est moins bancale que l'autre, que sont le darwinisme et le Big Bang. Et qu'est-ce qui a motivé la promotion de ces deux fumisteries?
eh bien, c'est de s'enfermer dans des considérations purement formelles. Et quand bien même on avait affaire à une théorie qui est complètement ridicule, le simple fait de l'intégrer dans un débat formel, c'est de lui accorder du crédit. Et, de toute façon, c'est par ce biais que, au début, alors qu'elle est dans une situation de faiblesse, elle parvient à prendre de la place au sein du corpus et par la suite à s'imposer. Donc ici, ce sont des étapes successives. Et c'est ce qui s'est passé pour le darwinisme et la théorie du Big Bang. Souvent, il y en a qui l'ont adopté par défaut. C'est pour quantifier la dimension qualitative de l'homme. Aujourd'hui, puisqu'on est attaqué de tous les côtés, puisque les matérialistes ils détiennent tous les leviers du savoir, on va se contenter de la théorie du Big Bang, ce qui ne s'oppose pas au credo créationniste. Alors bien sûr, on va dire, on peut éventuellement fermer les yeux sur le Big Bang, même si en réalité ce raisonnement il est biaisé, j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais souligner ici deux choses. La première, c'est que le darwinisme, qui repose sur l'idée que toute allégation elle doit être soutenue par une preuve matérielle, mais dans l'absolu, ce raisonnement n'est pas faux. Lorsqu'il s'agit de convaincre autrui, la différence entre convaincre autrui et se convaincre soi-même, ou en faire l'expérience soi-même. Mais lorsqu'on a affaire à autrui, bien sûr qu'il faut lui apporter une expérience matérielle. Mais malgré tout, cette approche elle a ses limites. Et notamment, alors donc je disais récemment qu'une fois je m'étais fait attaquer par une horde sauvage de darwinistes. Je ne sais pas comment ils ont atterri sur mon compte, parce que c'est par des algorithmes, j'en ai aucune idée en tout cas. Mais ils étaient au moins une centaine, ils se relayaient jour et nuit, puisque ils venaient d'endroits différents du monde. Il y en a certains du Canada la nuit, donc je m'occupais d'eux la nuit. Et en France, il y en a qui ils se relayaient le jour. Il y avait toutes sortes de comptes. Il y avait des professeurs, enfin des instituteurs, des biologistes. Il y en avait de toutes les couleurs. Et bien sûr, ils ont voulu m'attaquer euh, ou entrer avec moi dans un débat qui est purement formel. Alors bien sûr, je n'ai pas matière à leur répondre. Je n'ai aucune formation. Je ne connaissais même pas le darwinisme. Je l'ai lu furtivement en 10 minutes. Au bout de 10 minutes, j'en ai compris l'escroquerie. C'est qu'en fait, ils font une extrapolation, ils font une analogie entre la micro-évolution et la macro-évolution. Et j'en suis arrivé, et donc bien sûr, ils se moquaient de moi, ils me prenaient de haut avec des arguments formels, du vocabulaire technique que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et, au bout de ça, il me disait que toi, tu es un croyant ignare, et nous, on a de notre côté la science. Donc je leur dis, vous avez de votre côté la science. Alors, ramenez-moi un exemple concret d'un d'un élément qui est passé de la microévolution, d'une preuve du passement de la microévolution à la macroévolution. Et bien sûr, je n'ai eu aucune réponse. Alors, dans ce sens-là, c'est paradoxal pour des gens qui se revendiquent d'adeptes de la preuve, de l'expérience scientifique et autres. D'ailleurs, une fois, il y en a un qui m'a attaqué et m'a dit, nous, on croit en la science, et il m'envoie une photo d'un microscope. Je dis oui, mais s'il y a bien un domaine dans lequel il ne faut pas ramener ce stéréotype, c'est bien le darwinisme. Parce que dans les faits, il est impossible de l'expérimenter en laboratoire. Donc c'est bien un domaine où il ne fallait pas ramener le microscope pour se moquer des croyants, c'était avec le darwinisme. Parce qu'en l'occurrence, ce sont les croyants. Le darwinisme, c'est une doctrine. Et d'ailleurs, je l'ai dit c'était une prof
C'était une biologiste elle me prenait bien de haut. Je lui dis alors, parlons de la biogénèse. Elle me dit, c'est pas mon domaine. Je lui dis, mais c'est l'origine, c'est la source du darwinisme. Donc, comment vous faites l'autruche d'occulter cette dimension du sujet? Elle me dit, oui, oui, vous allez me dire que c'est Dieu, c'est la création ex nihilo. Je dis, ah, c'est où un créateur supérieur, ou Alice au Pays des Merveilles, ou le conte des Mille et une nuits. C'est-à-dire que si c'est le principe du rasoir de Cannes, c'est le principe qui est utilisé par Basil Blandine. Il n'est pas entièrement juste, mais pour pour réfuter des gens imprégnés de la dimension quantitative de l'homme, on va dire que c'est pas mal. Mais ce n'est pas parfait. Donc si on s'en tient au raisonnement du rasoir de Cannes, entre deux solutions simples, eh bien, il faut prendre la plus facile. Entre un créateur ex nihilo duquel émane la création, qui émane, on parle de l'acte de création, et des, euh, des élucubrations complètement farfelues pour justifier le début de la création, eh bien, il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la science. Et on nous fait passer, nous, pour des croyants, et eux pour le summum de la rigueur scientifique. Et d'ailleurs, je me suis même fait attaquer par des croyants, notamment un intervenant qui avait des proximités ou des affinités avec le site uma.com, qui me dit oui, mais le darwinisme ne s'oppose pas à la croyance en Dieu. Je dis mais ici on n'est pas dans un débat de croyance. Il faut amener une preuve scientifique. Il faut fixer le trône avant d'y incruster des arabesques. Et bien sûr, il s'est retrouvé un peu. Et ce contre-pied l'a un peu déstabilisé parce qu'il aurait voulu que je lui donne une réponse de croyant. En tout cas, si on rentre dans le débat purement formel, vous donnez pied au darwinistes, à votre adversaire. Et au minimum, vous lui accordez de la crédibilité. Alors qu'à la base, sa thèse elle est complètement farfelue. C'est-à-dire que c'est votre apport formaliste qui va lui donner la crédibilité. D'ailleurs, une fois, j'échangeais avec un contact, il me disait, oui, je te recommande tel livre sur le darwinisme qui est la référence en la matière. Je dis, mais j'ai pas besoin de lire ce livre. À la limite, si j'étais ancré dans les débats, si j'étais investi dans les débats euh, entre créationnistes et darwinistes, peut-être, mais en l'occurrence ici, il n'y a pas besoin. C'est une fumisterie flagrante, le darwinisme. Il n'y a pas besoin de lire un livre sur ce thème pour le comprendre, et à la limite même pour réfuter. Après, si vous voulez les réfuter avec des arguments formels pour les convaincre selon leur credo, bah, pourquoi pas. Mais, quelque part, c'est leur accorder de la crédibilité. Et donc c'est à peu près le même fonctionnement avec le Big Bang, je ne vais pas en parler ici. Et oui, donc, lorsque j'aurais demandé une preuve de la passation du micro, de la macro, oui, de la micro, de la micro-évolution à la macro-évolution, silence radio. Et non seulement silence radio, mais en plus, il me prenait de haut avec des formules, il ricanait, oui, tu es un croyant, tu es un inculte, et nanana, et aucune réponse. Je dis oui, mais moi je demande une chose simple. Je demande une preuve de la passation de la micro à la macro-évolution. Il y en a qui m'ont ramené le cas de Lucie, bon, Lucifer, la chimpanzé qui serait le chaînon manquant. Bien sûr, ça c'est une grosse arnaque. C'est une preuve falsifiée. Et d'ailleurs, celui qui est mis en place, c'était certainement pour se moquer de ses ouailles. C'est-à-dire que lui-même, à la base, il sait très bien que le darwinisme est une fumisterie. Il dit, bah, je vais vous montrer que vous descendez du singe. Et l'autre argument qu'on m'a ramené, il me semble que c'était cette biologiste, mais elle n'était pas très à l'aise quand m'a ramené cet argument-là. Elle me dit, oui, une baleine, j'en ris. Et il reste des traces de ses ailes sur ce côté. J'ai dit, tu te rends compte, vous, vous adhérez à l'idée farfelue qu'une baleine, elle vole avec des ailes. C'est-à-dire que
vous vous moquez de l'existence d'un créateur supérieur qui est en phase avec la raison naturelle, et pour occulter cette croyance élémentaire et naturelle et saine, vous orientez vers des considérations qui sont complètement farfelues et qui est d'imaginer une baleine avec des ailes. Bien sûr, même si ce n'est pas ce qu'ils disent, mais en définitive, c'est ce que cela implique, sous prétexte de renier l'existence de Dieu et sous prétexte que le croire en Dieu, cela relève de la superstition et de la croyance, contrairement au darwinisme qui, lui, serait au summum de la rigueur scientifique, alors que c'est une fumisterie à la base. Et entrer avec eux dans une considération formelle, eh bien, c'est lui accorder des crédits. Pour revenir au sujet, c'est exactement la même chose avec des consensus artificiels, voire des consensus aléatoires. Et ici, nous avons affaire à ces deux formes de consensus, lorsque l'on dit qu'il y a un consensus des compagnons sur le tekfil de l'abandon de la prière. Premièrement, le Abdallah ibn Shaqiq, en admettant, en supposant qu'il n'y ait pas d'opinions contradictoires à l'époque des compagnons, et cet, cet argument, il est à mon avantage, puisqu'il confirme l'idée qu'il n'y avait pas de nécessité impérieuse à l'époque des compagnons. Et donc, Abdallah ibn Shaqiq, il dit avoir rencontré 10 compagnons. Ça, c'est une première chose. Il n'a pas rencontré tous les compagnons. À l'inverse, c'est le Bukhari, lorsqu'il ramène des consensus, il dit qu'il a rencontré 1000 savants, répandus à travers toutes les contrées. C'est-à-dire que, matériellement, il est impossible qu'ils se sont entendus, qu'il y ait une concertation pour s'entendre sur une opinion donnée. C'est-à-dire qu'ici, nous avons affaire à un consensus naturel et qui n'a aucun lien avec le consensus artificiel. Il nous a rencontré 1000 savants. Tous s'accordent à interdire la révolte contre les autorités en place, notamment après il a amené d'autres éléments du credo. Si après cela, on nous dit oui, mais tel compagnon, il va à l'encontre de ce consensus, que ce soit ou tel tabi'in, il va à l'encontre de ce consensus, que ce soit dans le domaine des non-attributs divins, ça l'implique également, ou dans la révolte contre les gouverneurs en place, eh bien cet argument, il est bancal, il est anachronique. Et d'ailleurs, refuser le consensus pour un orthodoxe, refuser le consensus sur l'interdiction de l'insurrection contre les autorités en place, c'est donner du moulin à comment on dit, c'est quoi l'expression, du grain à moudre au négateur des non-attributs divins. Donc c'est une pente qui est extrêmement glissante. Et donc en l'occurrence ici, le compagnon, le tabi'in, c'est-à-dire le successeur des compagnons, il a rencontré 10 compagnons. Il n'a pas valeur de consensus. Surtout dans une époque où il n'y a pas nécessité impérieuse. Et d'ailleurs, ça fait partie des travers du formalisme qui est tardif et qui est un signe de décadence. Et le deuxième élément, qui est rapporté par Nawawi, je ne sais pas s'il le rapporte de Hassan Basri, je n'ai plus en tête, et qui dit La yazel muslimun salluna ala tariq salat. Il ramène ici la pratique. Donc ici, on n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans le formalisme. Il ramène un élément pratique, tangible. Il dit qu'à l'époque des anciens, il n'y avait pas deux cimetières, un cimetière pour les musulmans et un cimetière pour les fidèles qui font la prière et un cimetière pour ceux qui font l'abandon de la prière. Il dit, il ramène non seulement, il priait sur eux, il les enterrait dans le cimetière musulman, ils acceptaient de leur héritage, on héritait d'eux et ainsi de suite. Donc ici, il ramène un élément factuel. Et ensuite, lorsque la nécessité elle s'est présentée, à l'époque du même Malik et de Shafi'i et d'Abu Hanifa, donc ici on a les trois grandes références parmi les quatre grandes écoles, et même l'imam Ahmed, selon l'une de ses opinions. Donc si on s'en tient ainsi à ce formalisme étroit, on va dire qu'ici on a un consensus des quatre écoles sur le non-tekfil de l'abandon de la prière, à une époque où il y avait nécessité impérieuse, contrairement à l'époque des compagnons. Donc il est anachronique de dire il n'y a pas il y a un consensus des compagnons du contraire, où il n'est pas peu importe du consensus qui s'est établi après les compagnons, puisque ce qui nous importe c'est le consensus des compagnons. Ici donc nous avons affaire à deux formes de consensus
qui sont blâmables, mais que éventuellement on peut utiliser, enfin qui sont blâmables, qui ne font pas autorité, qui ne rentrent pas dans le consensus légal, mais qu'on peut éventuellement utiliser selon certaines considérations, et que sont le consensus aléatoire, en disant que les compagnons, euh, ils se sont entendus au takfir de l'abandon de la prière, ou du consensus artificiel, qui consiste à dire que tous les savants du même école, eh bien, ils optent pour cette opinion. Et ce qui est intéressant, c'est l'imam Shanqiti, rahimahullah, dans son tafsir, euh, il dit que d'un point de vue purement textuel, l'opinion pro-Tekfir, elle prédomine, mais si on regarde l'expérience, et on se rend compte que la balance, elle penche du côté du non-Tekfir de l'abandon de la prière, et d'autant plus qu'on peut ramener l'interprétation de ce texte au kufr de kufr. Et ça c'est une réponse formelle, mais elle est extrêmement pertinente. Et c'est là où il ramène la parole de Nawawi qui dit les musulmans n'ont de cesse depuis cette époque, depuis l'époque des anciens, à ne pas distinguer dans les cimetières entre ceux qui font et ceux qui ne font pas la prière. Wallahu al-musta'anu alayhi at-tuklan. Pour finir, j'aimerais donner un exemple de formalisme qui donne du crédit à des fumisteries, à des thèses farfelues. C'est en matière économique. Il y a des doctrines économiques. Donc, d'un côté, il y a j'extrapole un peu, tant pis. Le capitalisme, l'extrême opposé, il y a le communisme. Et bien sûr, les grands penseurs capitalistes et les grands penseurs communistes, ils sont au service d'une même entité. On va l'appeler grossièrement, on extrapole la banque. Et c'est la raison pour laquelle leur critique de la banque, elle est très aseptisée, voire inexistante. Et dans les deux cas, leur thèse économique, elle est complètement biaisée. Et notamment celle selon laquelle le marché, il s'autorégule. Il y a une autorégulation du marché. Une fois, j'en parlais avec un ami, il me dit, tu n'as qu'à lire tel livre de Ferrance dans le domaine d'un livre épais de 800 pages. Je dis, je n'ai pas besoin de lire ce livre pour comprendre que l'opinion selon laquelle le marché s'autorégule est une fumisterie. C'est pas difficile à comprendre. À la limite, c'est presque instinctif de comprendre que cet argument est complètement aberrant. Et de le contrer selon des considérations formelles, c'est lui donner du crédit. Et à la limite, cette thèse, elle serait valable pour des sociétés primitives, non pas pour des sociétés extrêmement complexes que sont les sociétés modernes, ou dans une société qui est purement théorique, qui est purement virtuelle, totalement utopique. Et dans les faits, il y a tellement de facteurs aléatoires qui entrent en jeu, puisque de toute façon, l'homme est un animal qui est complexe, et que son environnement, il est complexe, et que son environnement, il est extrêmement aléatoire, et que ses réactions sont extrêmement aléatoires, et que les éléments qui infléchissent ces réactions, ils sont extrêmement nombreux et aléatoires, ce qui fait qu'en définitive, il est extrêmement farfelu d'émettre l'idée que le marché puisse s'autoréguler et que de mettre en avant qu'il faille lire telle référence de 800 pages pour le comprendre.